d'abord, la question démographique, c'est l'autre transition. La transition climatique, évidemment, occupe les esprits de manière importante, mais la transition démographique mondiale est un sujet qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Nous en parlons avec Bastien Dreux, qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue, Bastien. L'exemple frappant du jour, c'est évidemment la publication de cette baisse de population de 850 000 personnes en Chine en 2022, annoncée par le Bureau des statistiques chinoises ce matin. Évidemment, tout le monde a dans ses radars une baisse à venir de la population chinoise. Cette baisse de population en Chine intervient néanmoins beaucoup plus vite que prévu, Bastien. Oui, effectivement, comme vous venez de dire, une baisse de 850 000 personnes de la population chinoise en 2022, c'est vraiment beaucoup pour l'année 2022. Et ce qu'on peut souligner plus généralement, c'est que le vieillissement de la Chine est très rapide et sans doute plus rapide que prévu. On peut insister sur plusieurs choses. D'abord, il y a un certain vieillissement de la population chinoise qui a déjà eu lieu. Si on regarde l'âge médian de la Chine, il était en 2021 très légèrement supérieur à l'âge médian des États-Unis. Donc la population chinoise est déjà plus âgée que la population américaine. Et puis cet âge médian de la Chine, il est en train de converger vers celui de l'Europe qui est encore un petit peu supérieur. Ensuite, ce qu'on peut voir dans les chiffres qui ont été publiés ce matin, c'est vraiment un effondrement de la natalité en Chine. Le nombre de naissances pour 1000 habitants, il a été seulement de 6,8 en 2022. Et là, cette baisse est quand même très marquée parce que c'est à peu près la moitié du chiffre qu'on avait il y a 5 ans. Donc on pourrait penser que cette baisse de la natalité, elle est causée par la crise Covid, mais elle a été déjà clairement marquée avant la crise Covid. Puis après, de façon générale, sur la Chine, quand on regarde les projections des Nations Unies, la baisse de la population chinoise devrait se poursuivre tout au long du XXIe siècle. Alors, l'ampleur de la baisse, elle va dépendre évidemment de l'évolution de la natalité, mais si on considère une hypothèse moyenne de natalité, la population de la Chine devrait baisser de plus de 100 millions d'habitants d'ici 2050, c'est énorme. Ça représente en gros une France et demie que la Chine va perdre d'ici 2050. Alors évidemment, les autorités chinoises ont essayé de stimuler la natalité en supprimant la loi sur l'enfant unique, puis en permettant aux ménages d'avoir 3 enfants. Mais pour le moment, ça n'a pas eu vraiment de résultats spectaculaires en ce qui concerne la natalité. Si la croissance économique n'est rien d'autre qu'une fonction de la dynamique démographique et de la dynamique de productivité, Bastien, sachant que la Chine ne peut plus compter sur son dividende démographique comme elle a pu le faire pendant des dizaines d'années, quels sont les enjeux en matière de politique publique, en matière de croissance de la productivité pour une économie comme l'économie chinoise demain ? C'est clair que si on a une croissance de la population plus faible, on aura une croissance potentielle plus faible. C'est quand même important de rappeler que la Chine, elle a contribué pour à peu près un tiers à la croissance mondiale sur ces 20 dernières années. Et c'est pour ça justement que ces autorités chinoises vont essayer de stimuler coûte que coûte la natalité sur les années qui arrivent. Donc, pour l'instant, il y a eu simplement ce qu'on pourrait appeler des réformes structurelles en supprimant la loi de l'enfant unique et en permettant aux ménages d'avoir 3 enfants. Ça n'a pas marché. On peut imaginer des politiques de natalité plus ambitieuses, notamment avec peut-être davantage d'allocations, peut-être davantage un volet budgétaire pour essayer de stimuler la natalité en Chine. Puis après, il y a très clairement l'enjeu d'essayer de stimuler la productivité pour essayer de faire en sorte que cette croissance chinoise ne baisse pas trop. Mais de toute façon, ce qu'on avait pu voir déjà sur la dernière décennie, c'était un ralentissement de l'économie chinoise. Cette croissance a été de moins en moins forte au fil du temps parce qu'il y avait déjà un ralentissement de la croissance de la population chinoise sur les dernières années. Ce qui est frappant, alors derrière l'exemple chinois emblématique, bien sûr, Bastien, c'est que
Il y a une forme de wake-up call mondial un peu sur cette question démographique, avec les effets notamment de la période pandémique et ce qu'on retrouve notamment dans nos marchés du travail. Et quand je dis nos marchés du travail, c'est ce qu'on peut observer en Europe, ce qu'on peut observer aux États-Unis, avec un déficit qu'on imagine peut-être structurel en matière d'offres de travail aujourd'hui dans les populations actives en âge de travailler par rapport à une demande de travail. Il y a un vrai déséquilibre qu'on observe récemment, qu'on n'a pas observé depuis des dizaines d'années. Qu'on n'a peut-être même jamais observé en fait. Peut-être qu'on est en train d'assister à quelque chose de tout à fait nouveau. Alors clairement, pour reprendre ce que vous disiez, c'est un phénomène qui ne touche pas que la Chine. Si on prend l'exemple du Japon, en 2021, la population était en baisse pour la 11e année consécutive. Si on prend l'exemple de l'Italie, la population en 2021 était en baisse pour la 7e année consécutive. Et puis pour certains pays d'Europe de l'Est, on a des baisses quand même très très fortes également. Et si on regarde encore une fois les projections des Nations Unies, ils estiment que d'ici 2050, la population aura baissé d'au moins 1% dans 61 pays. Donc très clairement, on a des baisses de population qui peuvent se généraliser à droite à gauche. Et puis, de façon plus générale, c'est le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui est mondial, qui touche tous les continents à l'exception de l'Afrique. Et si on se focalise sur, par exemple, l'évolution de la population mondiale, c'est-à-dire on prend toute la population sur Terre, la croissance de la population mondiale a été inférieure à 1% en 2021 et c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis la première moitié du XXe siècle. Donc voilà, c'est quand même très, très fort et ce ralentissement de la population mondiale, il va être encore plus net dans les années à venir. Donc ça va avoir des conséquences très fortes sur la croissance potentielle. On en a déjà parlé tout à l'heure. Si la croissance de la population mondiale est plus faible, ça voudra dire une croissance potentielle qui sera plus faible. Et puis vraisemblablement, c'est aussi plus d'inflation sur le long terme, parce qu'il va y avoir de moins en moins de personnes disponibles pour travailler. On va observer des pénuries de main-d'œuvre dans la durée. On en a observé sur les 2-3 dernières années. On pensait que ce serait peut-être quelque chose de ponctuel, mais vraisemblablement, ces pénuries de main-d'œuvre, elles vont s'installer vraiment dans la durée. Ça va modifier le rapport de force entre employeurs et employés en faveur des employés. On devrait avoir des salaires qui augmenteraient plus vite que sur la période de la grande modération salariale de ces dernières décennies. Puis si on fait un petit zoom sur l'Europe, clairement, ça va nous causer des vrais problèmes de pénurie de main-d'œuvre, parce que si on regarde la zone euro, la population en âge de travailler, elle baisse tous les ans depuis 10 ans. Et cette baisse de la population en âge de travailler, elle est en train de s'intensifier, elle est de plus en plus forte, et elle va être de plus en plus forte sur les quelques années qui arrivent. Ça va vraiment exacerber les pénuries de main-d'œuvre. Si on prend l'exemple un peu phare de l'Allemagne, on a un demi-million de personnes qui vont quitter le marché du travail chaque année sur la période 2025-2035. Donc là, on va avoir des trous dans les effectifs des entreprises qui vont avoir du mal à produire autant que ce qu'elles souhaitent parce que simplement il n'y aura pas suffisamment de main-d'œuvre disponible. Et c'est vraiment un phénomène qui est très prégnant chez les PME. Il y a une enquête de la BCE qui est réalisée, je crois que c'est 2 fois par an auprès des PME et quand on leur demande quel est votre problème le plus pressant, ce n'est pas actuellement les coûts de production. On pourrait penser que c'est vraiment les coûts de l'énergie, les coûts des matières premières. Les PME, elles indiquent que leur principal problème aujourd'hui, comme sur les années précédentes d'ailleurs, c'est la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, tout simplement parce que voilà, il y a des trous qui sont en train de se mettre en place dans les effectifs, et puis il y a des pénuries de main-d'œuvre qui commencent à se généraliser un peu partout en Europe. Cette situation, elle va forcément appeler des réponses un peu structurantes en matière de politique publique. Bastien, l'innovation, les gains de productivité sont évidemment une partie de la réponse. Le débat sur l'immigration est peut-être un débat qui a de l'avenir également, et pas forcément sous l'angle dont on a traité cette question d'immigration ces dernières années. Alors, la première chose, c'est que le vieillissement de la population et la généralisation des
les pénuries de main-d'œuvre, elle accélère en fait la robotisation et l'automatisation. C'est quelque chose qui a été montré notamment par des travaux des économistes du FMI. Donc clairement, on a une accélération de la robotisation-automatisation du fait du vieillissement de la population et des pénuries de main-d'œuvre. Confère la Corée du Sud. La Corée du Sud, taux de fertilité le plus bas du monde, 0,8. C'est peut-être le pays le plus robotisé aujourd'hui dans le monde. Oui, avec la Chine, on a clairement aujourd'hui la Corée du Sud pour laquelle on a un problème démographique très fort et qui connaît vraiment une robotisation extrêmement rapide. Puis après, si on arrive sur le sujet de l'immigration, effectivement, au niveau d'un pays, l'évolution de la population, elle dépend de deux phénomènes. Le solde naturel qui correspond à la différence entre les naissances et les décès, et le solde migratoire qui correspond à la différence de personnes entrées sur le territoire, de personnes qui en sont sorties. Et pour les pays riches, à l'exception notable du Japon, la contribution du solde migratoire à la croissance de la population a été plus importante que le solde naturel sur les 20 dernières années. Et on voit bien que pour maintenir, pour empêcher finalement une baisse de la population totale, c'est clairement du côté des migrations que peut se trouver la solution. Donc c'est clairement quelque chose qui va être central dans les débats publics sur les années qui arrivent. Quel changement de perspective quand même, incroyable. Il y a vraiment, je le disais, un wake-up call là, sur cette question démographique mondiale, globale, qui concerne alors la Chine aujourd'hui avec la publication de ces chiffres, mais on voit bien que c'est un problème d'ampleur mondiale aujourd'hui. It's the demography stupid, pour reprendre la célèbre formule, et c'est un vrai sujet de fond. On y reviendra d'ailleurs dans l'émission ce soir avec nos invités de Planète Marché. Merci beaucoup Bastien, merci de nous avoir éclairé sur cette dimension démographique, qui est un débat parfois un peu négligé, mais qui est un véritable débat structurant pour l'économie et l'investissement, bien sûr, à long terme. Bastien Dru, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management, qui était avec nous par téléphone.